lorsqu'on parle par exemple d'un face-à-face entre les États-Unis et la Chine. Kissinger rappelle dans le bouquin qu'il a écrit sur la Chine que le face-à-face entre deux puissances se termine toujours mal s'il n'y a pas un tiers pour s'en mêler. C'est comme ça qu'il justifiait le rapprochement de l'Amérique avec la Chine par rapport à l'Union soviétique aux grandes heures de la guerre froide et à la fin de la guerre froide. On a besoin, je crois, sur le plan diplomatique et en termes de sécurité, de l'affirmation d'une Europe qui joue pleinement son rôle. Mais c'est vrai aussi en matière économique. Pourquoi et comment l'Europe n'arrive pas à faire de l'euro une monnaie de réserve? On en connaît les raisons techniques. Il faudrait s'interroger sur les raisons politiques. Pourquoi et comment l'Europe n'arrive pas à se doter d'une véritable vision du monde partagée, au moins parmi les puissances les plus importantes, entre la France et l'Allemagne en particulier, mais pas seulement. Ce sont des questions qu'il faut que nous abordions si nous voulons pouvoir réfléchir utilement à la façon, non pas de dénoncer ce monde, dont nous pouvons voir évidemment qu'il comporte beaucoup d'éléments choquants sur le plan éthique, mais tenter d'influencer son évolution et de trouver les outils pour le faire bouger dans la direction que nous souhaitons, c'est-à-dire face aux puissances traditionnelles qui sont celles de l'argent, la puissance militaire, de l'influence économique, faire valoir d'autres principes, la paix par le dialogue et la négociation, la dignité des peuples et le respect de chacun, bref, la volonté de construire des coopérations et de permettre de trouver des équilibres, ce qui est la vocation naturelle de l'Union européenne. Alors pour mener ce débat, on a plusieurs invités. Je dois d'abord excuser Younous Omarjee qui a manqué son train, ce qui prouve que même si le monde change, les erreurs qu'on peut commettre par rapport aux horaires de la SNCF restent les mêmes. Ensuite, nous avons fait appel à Pascal Brice, qui sera le premier à intervenir, autour de la question notamment des réfugiés. C'est-à-dire, comme j'évoquais le rôle de l'Union européenne, la question qui peut se poser, et de la France dans l'Union européenne, on peut se poser la question de savoir si autour de cette question des migrations et des réfugiés, il y a des choses à dire et à faire, dont la France d'ailleurs pourrait être le promoteur. Pascal a été le directeur de l'OFPRA pendant de nombreuses années. Il a quitté ses responsabilités récemment. Il a écrit un livre sur le fil de l'asile que vous trouverez à la librairie sur le sujet et il nous exposera un petit peu sa vision des choses face à une question évidemment essentielle du monde dans lequel nous nous trouvons, qui est la question des migrations et le problème du droit d'asile confronté à cette situation. Jean-Christophe Cambadélis, que je ne sais pas si je dois le présenter, qui était le premier secrétaire du Parti socialiste, mais que vous connaissez tous, abordera lui aussi les questions de l'Union européenne et de la France dans l'Union européenne, et de la manière dont on peut réfléchir à la répartition des influences et des alliances sur lesquelles on peut travailler. Et enfin, Zarina Khan, que je salue, conclura ce premier temps d'échange avant de vous donner la parole. Vous la connaissez à travers ses travaux de philosophe, d'écrivain. Elle est un peu citoyenne du monde, en même temps que militante d'action culturelle, puisqu'elle se mobilise aujourd'hui beaucoup sur la participation des populations en difficulté à des activités théâtrales, d'écriture et de littérature. Je la remercie d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et elle tentera aussi, à travers son intervention, de nous rappeler les principes autour duquel une action internationale peut être envisagée, les principes qui sont hérités de notre histoire et de l'histoire de nos idées, mais dont il est bon en permanence de rafraîchir un petit peu et l'origine et la portée. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Pascal Brice pour 10 à 15 minutes, ensuite à Jean-Christophe et enfin à Zarina, et après nous ouvrons le débat jusqu'à ce que l'envie de déjeuner vous empêche de vous livrer à une écoute attentive. Merci Gaëtan. On peut effectivement entrer dans les réalités internationales que tu décrivais à travers la question des migrations. Considérant, c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs au cours de ces 6 années à la tête de l'Office de protection des réfugiés, que cette question-là est sans doute à la fois un vecteur, un catalyseur, un symptôme du cycle dans lequel nous sommes au niveau international, qui est un cycle marqué par des désordres, des confrontations de plus en plus radicales et violentes. Et au fond, le constat auquel je suis arrivé à l'issue de ces 6 années à la tête de l'OFPRA, notamment au moment de ce qu'on a appelé la crise des réfugiés en Europe, ce qui est un concept qui se discute, qui a sans doute plus de sens en Allemagne lorsque ce pays a accueilli 1 million de personnes en 2015, qu'en France où en réalité le nombre des arrivées est toujours resté relativement faible, mais ce qui n'enlève rien à la réalité de la crise politique et sociale autour de cette question-là. Et c'est cela pour moi qui est tout à fait marquant. C'est que nous sommes, notamment dans le monde, et principalement dans le monde développé, dans un cycle, et là ça n'est pas nouveau, où la question de la migration, de l'accueil des étrangers, la question de l'immigration, est une question qui est un catalyseur de la crise. D'une crise qui est plus large que... je dis souvent que les migrants sont pris dans une crise qui les dépasse,
qui est une crise de nature sociale, de nature identitaire, culturelle. On va faire ici la discussion de savoir quelle est la part des facteurs sociaux, des facteurs identitaires et culturels, mais je crois que chacun peut constater combien le corps social en France, en Europe, ailleurs dans le monde développé, regardons l'état du débat aux États-Unis sur cette question de la migration, mais aussi ailleurs, même au Brésil par exemple, en lien avec la crise vénézuélienne, combien cette question-là est un catalyseur d'une crise sociale identitaire et en Europe d'une crise de l'unité de l'Europe. Et là, ça n'est pas nouveau que l'étranger, dans ces moments-là, notamment dans des moments de fragilisation des classes populaires, par exemple, puisse faire débat et poser questions. Et c'est la réalité, me semble-t-il, dans laquelle nous sommes, et qui conduit à des comportements de plus en plus dans le monde développé, qui sont variables. Prenons d'ailleurs le cas, par exemple, du Japon. C'est assez frappant de voir que le Japon est un pays qui semble avoir fait, une société qui semble avoir fait le choix de l'homogénéité culturelle et identitaire au détriment de la croissance. Ça ressemble à ça, c'est une sorte de choix collectif qui est de dire, nous, on ne veut pas d'étrangers, on préfère vivre 20-30 ans d'absence de croissance et au fond, de suicide collectif à certains égards, plutôt que d'avoir des étrangers. Mais ce que l'on constate un peu partout, c'est cette crispation, cette fermeture, en France, en Europe, aux États-Unis, que je juge encore une fois suicidaire. Je la juge suicidaire sur le plan des valeurs que portent ces sociétés, je pense d'abord à la nôtre, à l'Europe. Moi j'étais très frappé au moment de l'incarcération de cette capitaine de navire en Italie. Je me suis interrogé, comme je pense comme vous, sur le message qui était alors donné à la société européenne et notamment aux jeunes Européens. C'est quoi cette société où l'on met en prison quelqu'un parce qu'il a sauvé des gens en mer? Enfin, il faut s'interroger 30 secondes là-dessus. Et au même moment où Madame Rackete était un temps incarcérée en Italie, un bombardement en Libye venait tuer des dizaines de migrants retenus dans des centres en Libye. C'est dire si cette situation-là est, me semble-t-il, suicidaire sur le plan de ce que nous sommes, parce que la question de l'accueil de l'étranger est, du point de vue de notre humanité, tout à fait essentielle. Mais elle est aussi suicidaire sur le plan du dynamisme démographique et économique. Quand on voit l'évolution démographique en Europe, notamment, on s'interroge sur ce qu'est une société qui, à ce moment-là même, a la tentation de se fermer à l'immigration. Mais ces propos ne suffisent pas à expliquer les choses. J'ai essayé pour ma part, je ne sais pas si j'y suis parvenu, dans cette période de 6 années de deux mandats à la tête de l'OFPRA, dans cette crise européenne de l'asile, d'être à la fois très ferme sur les valeurs, et notamment celle de l'asile, sur lequel je reviendrai, mais aussi très lucide sur ce qui traverse le corps social. Parce que, au fond, dans ce contexte-là, qui ne date pas d'hier, dans ce cycle-là, qui ne date pas d'hier, de crispations sociales et identitaires dans le monde développé, en redisant que l'essentiel des personnes en déplacement, en migration, ne se trouve pas dans le monde développé, mais dans des pays en développement qui sont déjà en crise. Je pense au Tchad, je pense au Niger, je pense au Liban. Ce sont ces pays-là qui sont confrontés le plus durement à la question de la migration. Mais enfin, c'est dans le monde développé, et nous y appartenons, que la question provoque la crise sociale et politique. Et face à cela, et notamment dans notre pays, moi je regrette beaucoup, et je déplore, que le débat politique public me semble avoir été depuis des décennies dominé par 3 types d'attitudes ou de comportements. Le premier, c'est le déni. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Non, la question de l'immigration, ça pose pas de problème. Je suis désolé, moi je pense que c'est un manque de lucidité terrifiant qui dessert la cause qui m'a importé à la tête de l'OFPRA et qui continue à m'importer comme citoyen, qui est celle de l'accueil des étrangers, et notamment des réfugiés. Je pense notamment que si on regarde le bilan du quinquennat précédent, cette attitude-là était assez largement présente. Alors même que je pourrais expliquer combien je crois que des choses importantes ont été réalisées. Mais politiquement, ça n'a jamais été assumé. Et je pense que notamment à gauche, nous avons une difficulté avec cela que je fais mienne. À affronter cette question de l'immigration, à reconnaître qu'elle peut faire débat, qu'elle peut travailler une partie du corps social, parce qu'on voit bien combien ça peut être d'abord étranger à notre culture que de regarder les choses à travers ce prisme-là, et combien l'histoire fait qu'on puisse expliquer que nous puissions faire preuve d'une grande prudence. Mais je pense qu'il est temps de sortir du déni. Il faut affronter cette question-là. Parce que sinon, elle s'impose à nous, et pas de la meilleure des manières. La deuxième attitude, le deuxième comportement
que je vois très présent dans le débat public et dans les politiques publiques depuis longtemps sur cette question-là, au cours d'un cycle qui, au fond, s'ouvre au milieu des années 70 avec le premier choc pétrolier, les premiers moments où la politique migratoire se ferme en France et en Europe. Eh bien, c'est ce que j'appelle les postures martiales. C'est-à-dire les ministres de l'Intérieur les uns après les autres, les présidents de la République, les premiers ministres qui viennent vous dire « Moi, attendez, hein, mes prédécesseurs n'ont rien fait, mais moi, fini de rigoler, je vais expulser plus que les autres. » Le constat que je fais, c'est que ça n'a jamais rien résolu. Parce que là, on alimente ce que je pense être une composante de la crise démocratique et de la crise de confiance démocratique. Parce que le décalage entre le discours et les réalités est tel, parce que la réalité est que ça ne se fait pas, et j'y reviendrai, pas parce qu'on ne voudrait pas, c'est parce que ce n'est juste pas possible dans certaines conditions, que les conditions ne sont pas données. À mon sens, on ajoute au problème plutôt qu'aux solutions. L'exemple même, c'est la loi Collomb d'il y a quelques mois, mais ce n'est pas la première. J'espère que ce sera la dernière, mais j'ai quelques inquiétudes. Et nous n'avons pas non plus au pouvoir totalement échappé à cette approche des choses. Et puis la troisième attitude qui, à mon sens, structure de manière stérile le débat public, qui alors n'est pas présente dans l'exercice des politiques publiques depuis plusieurs décennies, mais présente dans le débat public et notamment à gauche, c'est ce que j'appelle la surenchère. C'est-à-dire le discours qui tente à dire « non mais il faut accueillir, 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 n'importe comment, n'importe qui, dans n'importe quelles conditions, et c'est formidable ». Je vais vous dire, moi culturellement, j'adorerais. Moi je suis né là-dedans, je suis né à Nantes, ancienne institutrice de CP, donc elle peut témoigner de cette ambiance-là, de l'époque. À Nantes, on accueillait les exilés chiliens. Moi, je suis né dans cette culture-là, où je me souviens du meeting de Mitterrand en 1980 à Nantes, où Gilles Servat chantait contre l'expulsion des immigrés. Bon, c'est ma culture. Simplement, moi, je suis obligé de faire le constat que, encore une fois, dans l'état des crispations sociales identitaires qui traversent le corps social en France, en Europe et dans une autre partie du monde développé, cette attitude est contre-productive. Merci Pascal. Tu as abordé à travers ton intervention la question des rapports entre l'Allemagne, la France, l'Italie et l'ensemble des États membres de l'Union. C'est précisément ce sur quoi, je crois, Jean-Christophe souhaite pouvoir intervenir. Merci Gaëtan, merci à la gauche républicaine et socialiste de m'avoir invité. Vous m'entendez? Bon, ça va chauffer, ne vous inquiétez pas, c'est le début seulement. Je crois qu'il faut évidemment, c'est une urgence qu'il y ait des lieux où on puisse à la fois s'exprimer, échanger et surtout se comprendre. Deux choses. D'abord une constatation, puis deux propositions. La constatation, on a parlé, il a même très largement ouvert le sujet, c'est la situation internationale. Je pense que nous vivons une époque très particulière, que j'ai l'habitude de caractériser comme les crises conjointes. Chaque génération politique, à gauche ou pas à gauche, a eu un problème historique international à régler, soit les guerres, la décolonisation, la crise économique, la montée de l'Union soviétique, que sais-je encore, ou le nucléaire en son temps, évidemment. C'était une question qui divisait parfois la gauche, on l'a vu sur l'Europe, mais c'était une question par génération. Le propre de notre génération, au sens large du terme, celle qui agit aujourd'hui, c'est qu'elle est confrontée à des crises multiples qui ont toutes une dimension matrissante et qui ont des solutions qui amènent à des positions contradictoires à l'intérieur même de formations politiques au sein de la gauche. Et il faut peut-être les lister assez rapidement. D'abord, il y a la mutation du capitalisme avec la révolution industrielle et un capitalisme immatériel aujourd'hui autour du numérique, Gaëtan en a parlé, qui devient un enjeu majeur et qui bouscule l'ensemble des relations sociales.
ces questions-là ont été abordées, par exemple, lors de l'élection présidentielle par différents candidats, mais ce me semble un élément majeur, parce que c'est une toute nouvelle époque. Nous quittons l'ère industrielle classique, et ça a des conséquences dans l'ensemble des relations sociales. Il y a ensuite la grande question, j'y reviendrai, qui est la question climatique. Évidemment, il y a une urgence climatique. Quand on voit ce qui se passe dans l'ensemble des pays du monde, ou tout simplement quand on voit ce qui se passe en ce moment dans le poumon de l'humanité, qui est le Brésil. Et petit à petit, on se rend compte que l'humanité est confrontée à sa propre finitude, c'est-à-dire à la question de la planète, et il n'y en a qu'une. Et ceci pèse aussi sur les relations internationales, conduit à des traités, comme nous l'avons vu dans le traité de Paris avec la COP 21, mais aussi à des pays comme les États-Unis qui sont exempts, qui décident de se retirer, des pays qui ont signé, qui continuent une politique pour le moins économique polluante. Et puis des disparités, évidemment, entre le Nord et le Sud sur le sujet. Il y a la grande question que l'on vient d'évoquer, qui est la question migratoire, parce que nous constatons que le problème de la démographie va devenir un problème essentiel de nos sociétés. Le nombre d'habitants dans cette planète va être multiplié par 2, avec pour la plupart venant du Sud. En Afrique, des pays vont peser d'ici 20 ans en termes de population autant que l'Europe tout entière, dans des situations économiques que nous venons de décrire. Et on peut corréler le point précédent à ce point-là, le réchauffement climatique va nous conduire à des réfugiés climatiques, c'est évident. Et cette situation pèse déjà sur nos sociétés. Quatrième élément, la crise que j'appelle la crise de l'identité. Aujourd'hui, le nationalisme est quasiment partout dans toutes nos sociétés démocratiques. Il est plus ou moins xénophobe, mais il est extrêmement présent et il pèse sur les politiques publiques, il pèse sur la réaction, évidemment, à la question de l'immigration, il pèse sur les attitudes des élites politiques par rapport à ces sujets. Autre question qui percute l'ensemble de nos sociétés et des réponses de la gauche, c'est le stade ultime du libéralisme, c'est l'illibéralisme. C'est ce que j'appellerais la dictacratie. Aujourd'hui, elle est mise en cause de 2 manières, à la fois par le modèle chinois, qui est libre commerce, libre entreprise, libre marché, jusqu'à un certain point, et concentration du pouvoir et suppression de la démocratie et des droits de l'homme, ou par le fait que nos sociétés vont avoir tendance à être organisées, dirigées par des algorithmes, dû à le développement exponentiel du numérique. Et puis, vous voyez d'ailleurs, comme conséquence de ces 2 points, que dans toutes les sociétés, dans toutes les démocraties, la tendance à la centralisation du pouvoir, à l'autoritarisme, la remise en cause de la démocratie à tout point de vue et des corps intermédiaires est une constante dans l'ensemble des pays. C'est le cas aujourd'hui en France. Pour appliquer les solutions du libéralisme et du libre marché, même si celui-ci est parfois et souvent remis en cause dans le commerce international, mais pour permettre le développement de ce nouveau capitalisme immatériel, il faut concentrer le pouvoir et l'imposer à des peuples qui y sont évidemment rétifs. Cette question démocratique est une question de plus en plus importante. Et puis il y a enfin un dernier grand sujet, c'est un monde qui n'est pas bipolaire, comme nous l'avons connu entre le monde occidental et l'Union soviétique, mais multipolaire et pour tout dire apolaire.
Aujourd'hui, il n'y a plus de pôle. Aujourd'hui, on est dans une situation où, sans reprendre le terme du président de la République, mais l'ensauvagement des relations internationales est devenu une donnée centrale, où chaque pays ne veut pas ou ne peut pas ou ne souhaite pas engager des relations classiques. Enfin, il y a la nature de la politique économique qui est menée, évidemment, mais des relations classiques que nous avons connues dans la période précédente, ce qui donne à la situation internationale une position complexe. Et dans tout cela, nous avons, je pense, la crise d'hégémonie des États-Unis, qui ne sont plus en situation dominante, comme l'ensemble du monde occidental, qui a dominé le monde depuis le XIVe siècle et qui ne le domine plus aujourd'hui, qui est dans une position relative par rapport à d'autres puissances qui sont émergentes. Le monde étant devenu, du point de vue économique et géopolitique, planétaire, les États-Unis sont à la recherche d'une nouvelle manière d'exercer leur hégémonie. Alors on la connaît, on la voit par les petites phrases de Trump, on la voit évidemment, on voit évidemment les États-Unis intervenir sur l'Iran ou dans le détroit d'Ormuz. La situation se tend dans la route du pétrole, mais on voit moins une guerre qui est fondamentale, qui est menée entre les États-Unis et la Chine sur la question des matériaux rares, le lithium, le cobalt, qui sont des matériaux essentiels pour tout ce qui est des panneaux photovoltaïques jusqu'à nos ordinateurs. Et la Chine, qui a constaté qu'elle avait perdu, enfin qu'elle n'avait pas l'hégémonie sur les données, veut avoir l'hégémonie sur les contenants, sur les composants de cette révolution de l'immatériel. Et c'est une guerre, on a parlé de Huawei tout à l'heure, c'est ça le fond. Hein. Elle est moins visible. Et vous remarquez que dans cette situation-là, dans ce monde que je viens de décrire très rapidement, l'Europe est absente. La France, l'Europe est absente. Il n'y a pas de position d'abord unifiée et il n'y a pas de solution portée par l'ensemble de l'Europe. Donc ça débouche pour moi sur une deuxième partie de mon intervention avec deux propositions. La première, c'est qu'il faut maintenant que la France et l'ensemble des acteurs politiques réfléchissent à la manière dont s'est organisé jusqu'à présent le débat européen. Il est dominé par l'idée, si on n'est pas dans une alliance avec l'Allemagne, nous sommes dans une situation qui déferait l'Europe. Or, ma constatation, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne mène une politique nationale en Europe et rêve, ordonne une Europe allemande en fonction de ses propres intérêts. Mais l'Allemagne est confrontée par le fait que, confrontée à la situation où son modèle est remis en cause à cause du ralentissement chinois. Et nous voyons bien, quand on regarde la situation politique en Allemagne, que nous sommes à la fin d'un cycle. Et nous ne pouvons plus, nous n'aurions pas dû, mais nous ne pouvons plus rester inféodés aux desiderata de l'Allemagne qui veut pouvoir aider ou préserver ses citoyens les plus âgés et ses retraités par une politique de l'exportation qui nécessite une certaine situation pour l'euro, une certaine situation du point de vue de la Banque européenne, une certaine situation du point de vue des exportations, et ainsi de suite. Vous voyez bien que l'Allemagne, aujourd'hui, est défavorable à ce que l'on taxe les GAFA, par exemple. Elle s'est opposée à cela. Elle ne veut pas engager une polémique par trop forte sur la question de la Chine, quand on voit la situation telle qu'elle est en train de se préparer à Hong Kong, ni vis-à-vis des États-Unis, parce que leurs exportations automobiles nécessitent qu'elles maintiennent
un très bon rapport, alors que les Américains sont extrêmement agressifs et trouvent quelques défauts techniques pour taxer les entreprises européennes et particulièrement allemandes. Donc, je dirais que cette politique qui a trop duré, de subordination à l'Allemagne, doit cesser. Et la France doit, pour des raisons à la fois économiques, géopolitiques et migratoires, se tourner vers le sud. Avoir une véritable politique dans l'euro-Méditerranée, pour avoir une véritable politique avec le bras de levier que représenterait l'euro-Méditerranée en direction de l'Afrique. L'Afrique, c'est dans quelques années le relais de croissance mondiale. C'est une population qui va être considérable. Et si on veut participer à cette croissance avec une jeunesse qui est de plus en plus formée, de plus en plus dans la résonance avec, entre guillemets, le monde occidental, même s'il y a un rejet, il faut comprendre que le développement technologique, l'immatériel, permet à l'Afrique de surmonter son déficit structurel, son déficit de routes, d'hôpitaux, de banques ou autres, parce que maintenant, tout se passe par Internet. Et déjà que l'Afrique a un taux de croissance assez développé, il va se développer de manière exponentielle. Et si nous voulons à la fois commercer, avoir un élément de croissance, c'est là que ça se passe. Et en même temps, si nous voulons aider ces populations à se sédentariser et non pas à rentrer en mouvement pour aller là où il y a encore de la richesse, eh bien, nous avons tout autant intérêt. Donc, ma première préconisation, on va dire, c'est d'avoir une philosophie politique de la construction européenne qui ne se subordine plus à l'Allemagne, mais qui s'ouvre totalement à l'euro-méditerranée et au sud. Et la deuxième préconisation, c'est sur la question de l'urgence climatique. Voyons que cette question peine à se déployer et peine dans l'ensemble des États européens à appliquer totalement ce que nous avons adopté du point de vue du sommet de la COP21. Et je crois qu'il faut se donner les moyens en Europe à la fois d'appliquer ce qui est nécessaire et surtout d'intervenir ou d'interpeller. Donc c'est pour ça que je fais la proposition, déjà depuis un moment, mais je continue à le faire, d'un Conseil de sécurité écologique européen. Plutôt que de chercher un Conseil de sécurité tout court, qui est la tarte à la crème qui vient de ressurgir, il faut que l'Europe soit en capacité à la fois d'intervenir en son sein, mais surtout d'avoir la masse critique pour intervenir au niveau européen sur ces sujets. Voilà les deux propositions qui ne me semblent pas régler l'ensemble des problèmes, cher Gaëtan, des relations internationales. Il y en a bien d'autres. Deux propositions, une de philosophie politique et l'autre plus concrète sur la question européenne, qui, à mon avis, pourrait être portée par l'ensemble de la gauche et commencer à permettre à régler ces questions. Merci. Merci Jean-Christophe. Je passe la parole tout de suite à Zarina Khan pour une approche peut-être un peu... Bah, je vous passe mon micro, c'est plus ça. Très bien. Bonjour, on m'entend? Oui. Alors dans le discours d'introduction, moi j'ai toujours peur d'être un peu décalée, d'ailleurs je le serai évidemment, mais c'est pour ça aussi que vous m'invitez. Dans le discours d'introduction ce matin, Bastien Fodot parlait de la force des mots, du sens des mots, qui imprègne le discours politique et qui influence fortement les décisions que nous prenons. Et c'est là-dessus que porte mon intervention, sur l'histoire des mots, parce que c'est elle qui scande l'histoire des hommes. Ce sont les mots et leur sens en mouvement qui rythment l'évolution du monde, qui nous rapprochent, qui nous éloignent.
dans le fascinant tango des relations humaines. Alors nous allons visiter cette mémoire première où, à travers la création des mots, l'humain naissait à lui-même. Et je commence par un vieux mot, intégration. Qu'est-ce que ce mot voulait dire avant, auparavant? Integrare, c'est réparer, remettre en état, recommencer, renouveler, recréer, réparer. Mais ce mot avait un frère aîné, integritas, intégrité. Mot magnifique, flamboyant. Integritas place l'humain au centre. C'est l'état de celui qui n'est pas abîmé, pas altéré. C'est l'être qui est entier, intact, dans sa totalité, dans sa probité. Qu'est-il arrivé à ce frère aîné pour que naisse ensuite l'intégration, pour qu'il soit nécessaire de le réparer, de le remettre en état? Quelle fracture, quelle blessure, quelles armes l'ont ainsi privé de son état d'être entier? D'abord, il y a longtemps, il y a eu le voyage, la curiosité première d'aller vers l'inconnu, vers l'autre, de construire ses premières embarcations légères pour prendre la mer, puis prendre l'air, puis prendre la terre et la broder de routes, de voies de chemin de fer et assouvir la quête structurante de l'autre, aller à sa rencontre. Migration, immigration, immigrer. Ces mots sont nés pour dessiner le mouvement de ces innombrables voyages qui ont strié ciel et mer et terre. Immigrare, le sens premier est simple, pénétrer, entrer dans la danse de la rencontre. Cette quête première, cette danse fondamentale et noble, aujourd'hui nous rassemble pour trouver des solutions aux problèmes qui déchirent la face du monde. Violence, extrémisme, attentats. Le voyage s'est transformé en cauchemar. La rencontre en pugilat. Les vérités se sont armées pour tuer. L'individu s'est brisé dans la peur de l'autre. Et les armées de l'ombre qui sillonnent les routes créées pour la rencontre n'ont pour chef que le désespoir. La cité tremble. Et plus elle tremble, plus sa cohérence s'effrite, s'écaille, comme une peinture trop ancienne se défait en lambeaux. Et pour lutter, parce que la peur grandit, on cloisonne, on sépare, on catégorise, on sectorise, on décentralise, on sécurise. Dans l'angoisse, dans l'illusion de maîtriser le flux et le reflux des pensées, des populations qui les transportent, nous avons en fait découpé le corps vivant de la cité. Nous avons mis la cité en pièces, en morceaux. Et ses membres épars souffrent de la blessure. Et à force de souffrir, se rebellent avant de mourir. L'errance et la survie ont pris la place du voyage vers l'autre, de la curiosité de la rencontre, de tous les espoirs mis dans de nouvelles terres. Dans la nuit qui tombe, des citoyens perdus allument des feux et s'envoient d'une cité à l'autre des signaux incohérents qui ne disent que la peur et l'impuissance. Je ne sais plus qui je suis, dit le voyageur épuisé. Alors, pourquoi serais-je des vôtres? Parce que l'étranger croit qu'il y a un nous, un corps social encore entier d'un côté et lui de l'autre. Or, le moteur du nous aussi est brisé. Pour se rassurer devant l'inconnu, le nous s'est amalgamé par secteur, par catégorie, par religion. Il s'est fragmenté en de nombreux nous hétéroclites et méfiants, qui créent alors des vous, prisonniers des actions en bourse, de prières qui s'entrechoquent comme des épées, de chapelets qui explosent dans les mains déchiquetées. Avons-nous oublié
la dégénérescence des enfants de ceux qui ne s'accouplent qu'entre eux, nous n'avons plus le choix. Le temps est venu de prendre le risque de l'autre. Le temps est venu de recoudre, de relier ce que nous avons séparé. Le temps est venu de prendre le risque de l'autre pour devenir soi, de se pencher sur l'âme que nous avons dépouillée en découpant ainsi le corps. Il est temps de retisser les fils arrachés et de métisser avec fierté. La migration. La migration, c'est le mouvement qui préserve la vie. Dans notre grande maison, oikos, la terre. Oikos, ce mot qui a donné naissance à deux autres mots essentiels. Économie, la gestion de la grande maison oikos. Et écologie, la philosophie de la maison où tout est relié, où le vivant est relié dans un ordre qui préserve la vie. Ces deux sœurs jumelles aussi, nous les avons séparées, arrachées l'une à l'autre, et nous mourrons de cette violence. Le petit extrait que j'ai piqué dans le dernier atelier que j'ai fait avec un groupe de migrants, c'est ce qui suit sur la migration. Les oiseaux, les papillons, les chauves-souris, les insectes, les poissons, la plupart des espèces sont des migrateurs. Ils suivent les rivages, les berges et les fleuves, se regroupent pour passer les cols, les isthmes ou les détroits, alors que d'autres filent droit sous les mers ou survolent les océans et les déserts. Les routes ainsi suivies se croisent et se recroisent et dessinent les chemins salvateurs tout autour de la planète. Pour orienter leur traversée, certains suivent la course du soleil, d'autres le rythme de la lune, d'autres encore naviguent aux étoiles. Certains ont une boussole invisible. Les planktons utilisent pour leur migration la dérive des courants. Les plantes migrent avec le vent où se trouve un radeau. Sur un tronc d'arbre qui descend la rivière, d'une forêt pluvieuse parfois jusqu'à la mer, des centaines d'espèces de plantes, de champignons, d'invertébrés voguent vers de nouvelles demeures. Tous, ils sont migrants pour préserver la vie. S'ils restent, ils meurent. Alors ils se déplacent pour créer l'avenir. Presque tous arrivent à destination affamés, exténués. D'autres meurent d'épuisement avant d'atteindre leur but. C'est pourquoi les haltes sont vitales. L'histoire des migrations humaines a commencé il y a 1 million d'années et elle n'a jamais cessé. Si l'humanité est encore en vie, c'est parce que comme les continents, elle se déplace. L'immobilité, c'est la mort. Le mot migration vient du grec ancien métanastes, méta au-delà, et naio, habiter, héberger, s'installer. Et le nom naos s'étend au-delà de l'hébergement terrestre. Il s'agit comme d'un temple, et le temple, ce serait le cœur. Nous sommes tous des migrants à la recherche d'une halte sacrée, parce que si ce matin il était dit que sacré c'est interdit, ça veut dire interdit. Je pense qu'il est temps de se réapproprier le sacré, de le sortir des amalgames viciés, de le reprendre à notre compte, dans une laïcité éclairée par la dimension verticale de l'humain, pour étirer l'horizon encore et se laisser surprendre par ce qui est encore impensé. Dans la juste suite de Socrate, il est temps de réapprendre la maïeutique, l'accouchement de la pensée de chacun. Ce travail d'accouchement peut se faire à tous les niveaux de la cité,
Bien sûr, l'éducation a une place privilégiée, mais éducation, c'est loin d'être la transmission des savoirs. L'éducation, ça vient de ex ducere, conduire au dehors, conduire au-delà, au-delà de sa famille, au-delà de sa culture, au-delà de son appartenance. Et l'art et la culture, évidemment, des espaces qui rassemblent et fédèrent dans l'émotion les êtres les plus différents. Est-ce un hasard si le théâtre est né en même temps que la cité démocratique? Nous avons aussi séparé ces jumeaux-là, et ils meurent de ne pas être reliés. Il s'agit de comprendre cum prehendere, ce qui, au-delà de l'intelligence intellectuelle, veut dire prendre avec soi, prendre en soi, et d'être l'âme. Vous frémissez devant ce mot. Mais âme, c'est anima, c'est tout simplement devenir l'animateur du groupe citoyen, comme vous le faites tous. Et c'est de reprendre cette dimension verticale qui importe. Et nous savons qu'il ne peut y avoir de politique d'intégrité sans rapport étroit au territoire. Et le premier échelon d'intervention est la commune, le territoire de vie, le territoire démocratique, la petite cité qui va porter ensuite son regard sur la grande cité, oikos, le monde. Et la fabrique de citoyens, c'est l'espace de création, à traverser par tous, pour que chaque individu, lorsqu'il pousse la porte de sa mairie, pour voter, pour proposer, pour dire, soit enfin l'auteur, l'acteur, le metteur en scène confiant de sa propre vie. Et c'est ce moi debout dans toutes ses identités multiples, dans toute sa responsabilité, qui se présentera à l'autre pour que naisse une véritable rencontre. Notre arsenal de méthodologie se heurte encore et toujours à la séparation des genres. Comme le théâtre rassemble en son cœur tous les arts, la politique d'immigration devrait réussir un tour de force. C'est être l'espace fédérateur des politiques. Parce que la clé, la transversalité, encore si pâle, si absente, sans cesse coupée par les barrières des services, des lignes budgétaires, nous nous sommes enfermés dans des dispositifs sectorisés en croyant qu'ils renforceraient l'efficacité. Or, la transversalité est l'irrigation indispensable à l'identité de chaque territoire, de chaque secteur et même le plus spécifique. Le fil de couture de l'économie, de l'écologie, de l'éducation, pour moi les trois piliers qui fondent le monde, c'est la culture, c'est l'art. C'est parce que je suis vraiment moi que je peux tenter d'aller vers l'autre et que l'autre me voit. C'est parce que mon identité est clairement multidimensionnelle que je peux prendre conscience des dimensions de la tienne. Les jeunes de la cité de Saint-Denis avec qui j'ai réalisé le film Ado à mort avaient fait dire à un de leurs personnages « Il faut que nos enfants et les enfants de nos enfants sachent d'où ils viennent pour qu'ils puissent enrichir le pays où ils vivent, des couleurs de leur pays d'origine. » En fait, c'est un acte d'amour. Un amour qui n'aime pas ce qui est aimable, ce qui est compréhensible, ce qui est familier et ressemblant. Un amour qui aime ce qui est. Si immigrare, c'est pénétrer, allons au bout de l'image d'un corps entier intact, intègre, face à un autre corps. Immigrer, c'est alors féconder l'autre et être fécondé par lui. Lorsque l'eau de la mer rencontre l'eau douce de la terre, qui se fait fleuve et rivière, c'est là, dans cet espace de rencontre que se crée la vie.
dense, riche, inépuisable. C'est là que les eaux se rencontrent, s'intègrent, renouvellent la vie. Nouvelle, comme l'air qui est à intégrer à partir de certains échecs qui nous ont rassemblés. L'air nouvelle dont nous allons tous ensemble accoucher. Dans ce labyrinthe des contradictions sociales, il ne s'agit pas, une fois encore, de dénoncer et chercher, comme le fit Dédale pour son fils Icare, à inventer des techniques ou des machineries d'ailes pour espérer abandonner le désespoir, mais d'affronter ce qui est, de regarder d'où nous venons pour comprendre qui nous sommes, quel est le monde que nous avons créé, et tracer ensemble sur le goudron, sur les mers de béton, un autre chemin, humble et précis, peut-être même inventer un sentier d'escalade où nous serons obligés d'être encordés, donc enfin solidaires. Certains d'entre vous se disent que la poésie est bien loin de la politique. Et pourtant, le mot poésie vient du grec poiein, qui veut dire tout simplement faire. Alors, créer, écrire, que des chemins de texte issus de tous les ateliers du monde soient plantés sur le bord des routes, dans les gares, dans les ports, comme autant de drapeaux humbles qui appellent les hommes à se redresser dans leur intégrité, à se rassembler, grande armée lumineuse, pour défendre ensemble un seul pays, celui de l'être, une seule planète, Oikos, notre maison. Je finirai sur une note personnelle, mais qui est aussi ma conclusion. Arrière-petite-fille de corsaires napolitains qui protégeaient la mer et sont allés se mettre au service de Catherine II en Russie. Petite-fille d'un officier de la marine du Tsar. Fille d'un prince indien qui a participé à la fondation du Pakistan et d'une mère, lieutenant de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Née dans la colonie russe de Tunis, alors protectorat français, belle-fille d'un ambassadeur d'Allemagne, ancien nazi, mariée à un juif polonais, mort de la souffrance de toute sa famille déportée, je suis moi-même le produit ingérable de ce monde nouveau. De plus, des philosophes, poètes et défenseurs des droits de l'enfant, je n'ai pas de plan de carrière possible, je n'ai pas de plan de vie possible, je n'ai que la vie. Il n'y a pas de case pour m'intégrer. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des millions d'êtres comme moi, tissés, métissés, nés libres, en terre occupée, pour la réparer, pour la libérer. J'avais 12 ans quand Konrad Adenauer m'a donné très sérieusement, très longuement, ma première leçon de géopolitique, comme s'il voulait m'en imprégner pour qu'un jour je transmette. J'avais 14 ans lorsque Willy Brandt m'a appris que l'échec n'est pas seulement le creuset du désespoir, qu'il peut aussi ouvrir la porte vers l'autre pour qu'on puisse lui demander pardon et integrare, recommencer, créer. Pour faire de la politique, il me fallait choisir un pays. J'ai choisi la terre. Il me fallait un outil universel qui échappe à toute appartenance. L'art s'est ouvert à moi pour m'emmener vers les autres. L'art à traverser ensemble, l'art à partager, afin que chacun puisse ciseler sa vie et en faire une œuvre la plus riche et la plus belle de toutes, l'œuvre d'humanité.
Merci. Merci Zarina de nous avoir rappelé que la vie est aussi une musique et que d'une certaine manière, être humain, c'est en permanence avoir à retrouver cette musique, à être capable d'en reproduire les sons. Nous ne sommes pas seulement les instruments d'une démarche administrative, politique ou économique, nous sommes les héritiers d'une histoire extraordinaire et magique, à partir desquelles l'humanité s'est construite et surtout s'est donné des idéaux. Ce qui, au regard des luttes d'intérêts auxquelles nous sommes habitués, peut paraître curieux, mais qui fait partie très concrètement de ce que nous sommes à travers les héritages que nous portons. Et utiliser les mots comme vous l'avez fait, c'est aussi nous rappeler que dans la politique, puisque nous avons la responsabilité d'utiliser les mots, nous devrions être plus attentifs à ceux que nous utilisons. Et en revanche, pour ceux qui participent au débat politique ou qui l'écoutent, nous ne devrions pas en avoir peur. Nous devrions faire en sorte, non pas de reprendre les mots qu'on nous impose, ou qui sont les mots qui sont d'usage courant et qui sont extrêmement pauvres, mais que tous ces mots qui sont les moyens que l'humanité s'est donnés pour dire la vie même, tous ces mots, nous devrions nous en saisir en permanence pour subvertir un peu le débat public, parce qu'on s'aperçoit à travers ce que vous avez dit, que la subversion par rapport à toute une série de discours beaucoup trop rationnels sur ces sujets est beaucoup plus forte à travers les propos que vous avez tenus que tout ce que l'on pourrait dire en termes de contestation du monde tel qu'il est dans les formules de l'indignation que nous utilisons habituellement ou de l'argumentation à laquelle nous sommes naturellement là aussi habitués. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui peut paraître décalée peut-être dans le contexte d'une réunion comme aujourd'hui, mais je suis content de vous entendre. Vous avez le sentiment qu'elle ne l'est pas, je pense qu'au contraire elle complète et nous gagnerions à l'entendre souvent, la vôtre, et sans doute celle d'autres encore qui pourraient s'exprimer dans les mêmes termes, pour nous rappeler la responsabilité que nous portons. Léon Blum avait dit à un moment donné, peut-être avait-il mal compris, mais il y était attaché, je crois qu'il a même écrit dans le livre qu'il avait écrit au son retour des camps, que le socialisme était une forme de religion. Il voulait dire par là qu'il y avait une spiritualité dans le combat politique à laquelle nous ne devons pas renoncer, sauf à devenir les instruments d'idéologie qui s'imposent alors à nous, qui nous font oublier ce pourquoi en réalité nous nous battons, c'est-à-dire un peu pour les mots, c'est-à-dire un peu pour les hommes que ces mots permettent de définir, de qualifier, ou pour lesquels ils ouvrent des portes qui sont évidemment essentielles pour nous. Alors le débat sur ces bases, évidemment, est plus difficile à relancer parce qu'en fait, ce que vous nous avez dit nous tourne plutôt vers nous-mêmes, vers l'intérieur. Il faut maintenant que nous retrouvions l'élan d'une discussion sur des sujets qui ne sont pas différents de ceux que vous avez abordés, mais que vous avez placés dans un environnement très particulier. Alors je vous invite à prendre la parole pour interroger nos intervenants, faire connaître vos observations par rapport à ce qui a été dit, qui, comme vous l'avez vu, est très différent et vous appartient donc à partir de ces éléments de puzzle de le reconstituer à votre manière, des éléments très différents qui vous ont été présentés, de nature très différente, à vous maintenant de vous en saisir pour nous dire ce que vous en tirez ou ce que vous souhaitez en savoir un peu plus. On va peut-être prendre plusieurs interventions, si vous voulez bien, ce qui permet à plusieurs personnes de s'exprimer. Oui, Damien Ronenbroek. Ma question s'adresse d'abord à Pascal Brice, mais elle est accessible à tous les intervenants. Vous avez abordé le sujet des étrangers par le prisme de l'asile. Je voudrais faire une entrée d'un autre côté qui, a priori, qu'on pense être beaucoup plus favorisé, qui est celui des chercheurs. Depuis plusieurs années, tout le système d'enseignement universitaire et de recherche français est modifié de façon à le rendre le plus attractif possible à l'international. Et ça veut souvent dire essayer d'attirer des étudiants asiatiques, indiens, chinois. En pratique, ce qu'on observe, c'est la révélation de la schizophrénie de l'État français. Par là, je veux dire que, de façon concrète, le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur nous incite à aller chercher des étudiants étrangers. En pratique, le ministère des Affaires étrangères essaie de les empêcher de venir. Concrètement, il faut intervenir auprès de chaque consulat pour avoir les visas. Le ministère de la Défense essaye de les empêcher de pénétrer dans les laboratoires parce que des étudiants chinois, ils pourraient espionner.
et le ministère de l'Intérieur essaie de les empêcher de rester. Donc ma question finalement, au-delà de la question de l'immigration et de l'asile, c'est celle de l'attitude de l'État français vis-à-vis des étrangers de façon beaucoup plus générale. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on envoie un chercheur qui passe un an en France 6 fois par an à la préfecture, passer une journée parce qu'il sera incapable d'obtenir un titre de séjour qui soit durable, on a un problème qui dépasse celui de l'immigration et de l'asile. Merci. En fait, j'avais une question dès le départ, dès l'intervention de Pascal Brice, et en fait, au fur et à mesure des interventions, ça m'a permis de un peu plus étoffer ma question. D'abord, je voulais vous remercier pour l'organisation de cette table ronde, parce que comment changer le monde, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à militer politiquement pour le droit de circuler librement dans le monde. Et ce qui m'a toujours choqué, c'est l'impossibilité pour certaines personnes d'aller là où elles veulent, parce que juste elles ont envie d'y aller en fait, peu importe les raisons humanitaires ou économiques, mais juste avoir envie de circuler. Pour certains, malheureusement, c'est un rêve parce qu'ils ne sont pas nés dans le bon pays, pas au bon moment, n'ont pas cette possibilité de pouvoir voyager, de découvrir le monde, toujours suspectés d'aller voler, d'aller profiter. Et donc du coup, je me dis que pour gagner la confiance de l'opinion publique, il faudrait peut-être faire plus de pédagogie et plus expliquer le monde tel qu'on le fait aujourd'hui. Je pense que pas assez. Par rapport à la question du flux migratoire qu'on a aujourd'hui, je pense que ce n'est pas seulement au niveau de la France, ni au niveau de l'Europe, mais c'est au niveau mondial qu'il faudrait le gérer. Pendant des siècles, l'Europe avait une mainmise sur les terres dans le monde, une mainmise sur les hommes, une exploitation de toutes les richesses. Et malgré l'indépendance et même l'autonomie de ces terres, où quand même c'est encore les grandes forces, les grandes puissances capitalistes qui ont géré quand même les frontières de ces pays, même si aujourd'hui, malgré tout, les grandes entreprises multinationales continuent d'exploiter les conditions de travail des personnes en Afrique et en Asie, il ne faut pas qu'on s'étonne finalement que des femmes et des hommes aient envie de suivre le chemin de là où il y a les richesses, comme vous disiez tout à l'heure, et je vous remercie de votre discours sur justement tous les êtres vivants qui se déplacent là où il y a la vie pour ne pas mourir. Il y a les flux économiques, l'argent lui circule, mais les hommes n'ont plus le droit de circuler. Et c'est encore plus intense aujourd'hui. Il faut. Alors, moi, je suis scientifique et on connaît tous, je ne sais pas si vous connaissez, mais les équilibres des concentrations. Aujourd'hui, dans un milieu, naturellement, il s'équilibre. Donc là où c'est dense, où c'est concentré, au fil de l'eau, par perméabilité, tout s'équilibre parce qu'on va là où on est plus à l'aise. Quand on a ça en tête, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des millions et des millions de personnes qui vont là où il y a les richesses. Et les richesses, c'est en Europe, les richesses aux États-Unis, qu'on voit aussi, parce qu'il y a aussi des migrations qui se passent aux États-Unis avec les populations sud-américaines. On n'en parle pas assez, mais c'est la même réalité aujourd'hui. Et donc, c'était la question que je voulais poser. Vous avez dit tout à l'heure qu'on a réussi à organiser l'accueil de migrants pour les 10 000 personnes qui étaient à Calais. Est-ce que l'Europe n'est pas capable, n'a pas les moyens d'organiser l'accueil de toutes les personnes qui souhaitent venir? Et puis, au fond, les gens, quand ils viennent, surtout ceux qui ne sont pas vraiment menacés, on va dire, de leur vie, souvent, pour avoir discuté, avoir des témoignages de personnes qui viennent s'installer, et même souvent des femmes qui viennent même des fois rejoindre leur mari installé en France, la première des choses, quand les gens arrivent, ils ne s'adaptent pas forcément. Et s'ils avaient le choix, ils repartiraient parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ne sont pas accoutumés. Je parle des personnes qui viennent vraiment, oui, librement. Parce que s'adapter à un milieu où on est loin de sa famille, loin de ses parents, c'est pas facile. Et si on a l'occasion de pouvoir revenir,
pour certaines personnes, c'est possible. Des fois, ils ont même des projets dans leur pays d'origine. Mais la seule question qui se pose, c'est si je pars, je risque de plus jamais revenir. Donc les gens restent. Et c'est vrai que ce discours un peu utopique de l'accueil de tout le monde sans condition, je peux comprendre que ce soit difficilement dissible. Mais en même temps, il faut voir la réalité. Bien sûr, il faut organiser les migrations, mais on a les moyens aujourd'hui d'accueillir. La France, l'Europe a les moyens d'accueillir les étrangers aujourd'hui. Si on regarde vraiment l'histoire depuis des siècles et des siècles, et c'est ça qu'il faut interroger aujourd'hui. Merci. Je voulais dire aussi, c'est qu'en vous écoutant, je me disais qu'un des défis pour la gauche, pour ce que nous voulons construire, c'est retrouver la confiance et la fierté. Parce que je repensais, quand vous avez évoqué l'accueil des Chiliens, je me disais qu'effectivement, derrière la gauche, il y avait cette idée que on défendait une cause et que on défendait des gens. Enfin, il y avait de l'engagement et derrière aussi ce que la gauche a pu faire. Je repensais à l'époque du Front populaire de la République espagnole et de tous ces gens qui se sont engagés. Je me disais qu'il y avait une espèce d'élan et ça me faisait penser à tout ce que vous avez dit sur aller vers l'autre, de cette jeunesse qui partait défendre des valeurs. Et donc en vous écoutant, je me disais que votre projet de réécriture pour effectivement ne pas être dans le déni, ce serait vraiment quelque chose qui nous permettrait d'arrêter d'être dans la culpabilisation tous les jours. Culpabilisation par rapport et dans ce sentiment d'impuissance quand effectivement on est à Paris, on voit ces jeunes hommes qui sont par terre, on voit des choses qui sont insupportables et nous-mêmes on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi répondre. Et du coup je me disais quand on voit par exemple sur les problèmes climatiques, comment les médias par exemple et comment les scientifiques peuvent écouter les travaux du GIEC par exemple et réfléchir par rapport à ça. Et je faisais le lien avec ce que vous voulez faire. Je me disais comment faire pour que si vous faites ce travail de réécriture, comment faire pour que ça donne lieu effectivement à un débat en France, dans l'Union européenne, que ce soit vraiment relayé, débattu, pour qu'on retrouve effectivement ce sentiment de fierté. Et comme il y a pu y avoir les comités antifascistes, comme il y a pu y avoir, vous voyez, ces élans, voilà. Et je me disais finalement, notre défi là, c'est ça, c'est retrouver la fierté, l'engagement et justement cet humanisme, mais de façon concrète. Moi, c'est sur le même sujet, même si je pense que je voudrais surtout parler du co-développement, c'est-à-dire que il y a aussi, on dit que la richesse, elle est dans les pays occidentaux et que les gens viennent, mais il y a des richesses qui justement ont été exploitées et on rejoint aussi la dimension du libéralisme avec un certain nombre de multinationales qui, au contraire, pillent ces pays-là à leur profit et pas ou alors au profit d'une petite minorité qui dirige ces pays-là, mais qu'il n'y a aucune redistribution alors qu'il y a des richesses monumentales, le pétrole, enfin dans différents pays africains. Et je pense que Jean-Pierre Chevènement depuis longtemps parlait de co-développement, et je pense que c'est aussi la racine, essayer de travailler à la racine de l'immigration pour effectivement qu'un certain nombre, enfin beaucoup de gens puissent trouver dans leur pays de naissance un certain nombre et s'épanouir dans ce pays, alors que nous on a aussi des richesses technologiques qu'on pourrait mettre voilà, à leur disposition sur le solaire, sur plein de choses, et je pense que ils ont des énergies, on pourrait vis-à-vis de ces pays-là faire un saut technologique, c'est-à-dire passer directement à des exploitations d'énergie solaire, etc., qui leur permettrait de développer leur économie et faire qu'effectivement un certain nombre de multinationales, souvent soutenues par quelques gouvernements fantoches que souvent on soutient aussi de façon internationale, je pense que ça, c'est un élément très important dans effectivement, à la fois l'urgence climatique, à la fois
le développement des pays d'Afrique, puisque effectivement, hein, la jeunesse du monde est surtout en Afrique. Moi, je suis un peu, peut-être un peu brutale, mais moi, je suis globalement d'accord avec ce qu'a dit Pascal Brice. Je ne crois pas qu'on peut accueillir toute l'immigration et laisser et croire que tout pays peut, comme si, alors, et Dieu sait que je suis pour qu'on soit très accueillant. Je suis jamais une personne, quelle que soit la manière dont elle est rentrée sur le territoire national, ne doit pas être traitée dignement. Même si ensuite on veut la ramener à la frontière. Évidemment, moi je partage complètement ce qu'a dit Pascal. Simplement, on est aussi dans un rapport de force, il ne faut pas faire lourd à vie. Hein. Réouvrir le débat sur la politique migratoire exige un courage considérable. Et aujourd'hui, nous sommes dans un rapport de force à l'intérieur de notre pays, et hélas, pas seulement dans notre pays, parce que bon, on dirait la rationalité ailleurs va finir par les convaincre, un rapport de force qui est délicat pour ouvrir cette stratégie-là. Donc moi, je pense qu'il faut déjà, dans la première chose qui est essentielle, c'est effectivement tout ce que tu as dit sur le droit d'asile, parce que déjà, ça clarifierait un certain nombre de choses. On pourrait élargir le travail sur le droit d'asile, la question des gens en situation qui ne sont pas qui sont pas dans le droit d'asile, mais qui sont dans des situations humaines, je ne sais plus comment tu les as qualifiées, qui est très important, très déstabilisé. Mais je vous mets en garde contre l'idéologie que finalement l'homme est un grand migrant qui a besoin d'aller là où il s'est... Parce que nous sommes... Enfin, moi, je revendique d'être socialiste. C'est-à-dire, je crois que l'homme est un être social, n'est pas simplement un individu atomisé. Donc, il doit participer à la construction. Non, bien sûr, il appartient à l'humanité, mais il est acteur d'un espace commun, collectif, que moi, jusqu'à présent, on a constitué au niveau international comme étant la nation. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est que dans une nation. Moi, je suis à la fois belfortaine de naissance, athégienne parce que j'ai été maire, parisienne parce que je suis sénatrice de Paris, européenne parce que j'étais députée européenne, que je rêve d'une Europe différente de celle qu'on a. Donc, on est multi-appartenants. Mais la question est celle de l'espace où on construit la communauté humaine sur lequel on estime pouvoir avoir un destin et sur lequel la manière dont on intervient compte. Parce que c'est ce qu'on disait hier, le débat sur le Brexit. On veut retrouver le contrôle. On n'est pas simplement un individu qui veut hédoniste, trouver là où il vit bien. Il veut être acteur, d'une part, de son destin et de la destinée commune. C'est donc la question de la citoyenneté. Donc c'est cette question qui rend délicate l'idée que on va où on a envie quand on a envie. C'est comment on construit des communautés, des nations qui ne soient pas antagonistes entre elles, fermées, excluantes, mais quand même qui sont des nations constituées. Donc moi, je sais bien, on a des difficultés à gauche parce que la générosité spontanée dit on pourrait accueillir, etc. C'est pas vrai qu'on peut accueillir en France tous ceux qui veulent venir en France aujourd'hui. C'est pas vrai, parce qu'on a aujourd'hui d'immenses difficultés. Déjà, pas seulement social, parce qu'évidemment, si le monde était génial, qu'on ait tout redistribué les richesses, tout ça, ça irait très très bien. Le problème, c'est que non seulement il y a un problème de redistribution des richesses, mais il y a aussi cette crise du faire ensemble et d'être ensemble et d'avoir une identité, retrouver une identité qui ne soit pas excluante et pas individualiste. Donc voilà, moi j'insiste lourdement sur le fait qu'il faut qu'on fasse truc. Et je voudrais parler de l'Afrique. Parce que la situation en Afrique, Jean-Christophe, moi je partage, et on se le disait ensemble, ça fait des années qu'on se dit la France doit jouer un rôle pour l'Europe du Sud pour avoir une nouvelle relation avec l'Europe, et la question du co-développement est déterminante. Bon, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut regarder ce qui se passe en Afrique. La France est laminée par les Chinois, parce que nous-mêmes, on est en train de faire des conneries de chez conneries tous les quarts d'heure. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, comment il s'appelle, Bolloré est devenu celui qui fait la politique africaine de la France. Donc, pour des raisons X ou Y, parce qu'on croit qu'on va gagner le marché public du port de je ne sais où, on fait des concessions avec des pouvoirs installés pour découvrir que la même concession qu'on a fait, je pense en particulier au Gabon, finalement, 6 mois après, 2 ans après, ils ont fait
le dictateur pourri de ce pays, a fait un accord avec les Chinois pour faire une société, une SCI avec les Chinois, et piqué à Bolloré, alors qu'on a soutenu cet individu au motif de je ne sais quelle défense de l'intérêt de la France. Donc là, il est temps qu'on renoue. Et là, ce qu'a dit Damien sur la question des étudiants est déterminante. Si la France ne renoue pas avec à la fois les forces démocratiques africaines, qui est compliqué, parce que je vais vous dire en petit aparté, je m'engueulais assez souvent, enfin je m'excuse de la formule, j'avais des tensions de temps en temps, même au Conseil des ministres, avec François Mitterrand sur la question africaine. Et un jour, il m'a dit, vous savez, j'ai eu de temps en temps des tensions au Conseil des ministres sur la politique africaine de la France, quand j'ai été ministre sous les gouvernements bérégovois, avec François Mitterrand. Et François Mitterrand venait me voir à la fin, après m'avoir bien claironné sur le thème. Si vous dites qu'il y en a ici qui ne veulent pas la démocratie de la France, vous reprenez les thèses anglo-saxonnes. Ça, c'était pour moi, bonjour. Mais à la sortie, il me dit, vous savez, Marie-Noëlle, en Afrique, je dis, hélas, ailleurs, les démocrates d'aujourd'hui sont les dictateurs de demain. Donc, ce qui est vrai que les démocraties non consolidées de ces pays rendent la politique difficile. C'est vrai. Et on ne peut pas être non plus dans la naïveté en disant dès que le mec est démocrate, il est bien, hein, parce que, bon, pour la raison que je vous dis. Simplement, aujourd'hui, on a une politique africaine qui n'est plus débattue. On cautionne des choses inacceptables en Afrique qui nous éloignent des jeunes générations émergentes qui attendent d'être autonomes. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas du commerce, des échanges culturels et du co-développement avec ces pays. Donc moi, je pense que une de nos responsabilités, c'est de réinventer une politique africaine de la France qui soit de nature à répondre à ces objectifs. Parce que, comme tu le disais, si l'Afrique est sous domination de ces tyrans et d'un certain nombre de forces économiques, les peuples africains vont continuer à être en difficulté. Et de toute façon, là, pour le coup, on ne peut pas leur reprocher d'essayer de s'en sortir. Moi, je ne reproche jamais à quelqu'un d'essayer de s'en sortir. Dernière chose que je veux dire, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de la question de la Russie. Et or, l'Europe, aujourd'hui, elle est peu tournée vers le débat politique sur la question africaine, mais elle est obsessionnellement tournée vers la question de l'affrontement avec Poutine. Alors, pour le coup, là, je suis quand même un peu... Enfin, j'ose espérer que ce qu'a dit Macron constitue un tournant par rapport à l'espèce de suivisme anti-russe et finalement d'être un pilier de l'OTAN. On va financer la partie OTAN pour affronter les Russes. J'espère que j'ai bien compris ce qu'il nous disait un peu cet été comme une réorientation de ces politiques, mais il est clair que si on veut pouvoir nous être des acteurs qui apparaissent indépendants et pas focalisés par cet affrontement-là, pour justement jouer un rôle dans l'Europe du Sud et dans l'équilibre avec l'Afrique, il me semble qu'il faut qu'on rompe avec l'espèce de logique pro-OTAN qui a trop longtemps, et même parfois dans le précédent quinquennat, a trop longtemps irrigué la diplomatie française. Alors, s'il s'agit du même sujet, je vais donner encore une fois la parole, mais après, on repasse. Oui, tu en as abordé de nombreux, Marie-Noëlle. Donc, si vous voulez intervenir, mais brièvement, sinon je donnerai la parole plus longuement après, c'est comme vous voulez. Après? D'accord. Donc, je vais laisser Pascal réagir, et puis on demandera aussi à Jean-Christophe son sentiment. J'aurai une question pour lui, mais enfin qui sera dans le prolongement de ce qu'a dit Marie-Noëlle. Je vous remercie de cette occasion d'approfondir les choses ensemble. En écoutant la musique des mots de Madame Kahn, j'ai formulé les choses pour moi-même en me disant qu'au fond, la responsabilité qui pourrait être la nôtre, en tout cas moi je la vis comme cela dans la période, c'est que dans ces temps hostiles dans lesquels nous sommes, qui ont été bien décrits notamment par Jean-Christophe, la question qui est posée, je crois, c'est la nécessité pour nous de créer les conditions de ce que j'appellerais la re-rencontre, de ce que vous avez très très bien dit. Parce qu'au fond, moi je vis les choses de cette manière-là. C'est au fond comme ça que j'ai vécu les choses pendant ces 6 années à l'OFPRA et que je continue à les vivre comme citoyen engagé. C'est comment dans ces temps-là, et avec toute la lucidité nécessaire sur ces temps-là, sur ce qu'ils sont,
créer les conditions de cette rencontre qui est inhérente à notre humanité. Et partant de là, la question que vous évoquez est bien sûr centrale. Moi, j'ai envie de vous dire qu'à nouveau que tout dans mon histoire personnelle, dans ma culture, dans mon histoire militante, me conduit à souhaiter que nous soyons dans cette capacité à accueillir qui le veut. Et je n'en désespère pas, et je n'en désespérerai jamais. Mais je crois, et l'expérience de ces 6 années me l'ont montré, en tout cas c'est l'analyse que j'en ai tirée, que, encore une fois, il faut pouvoir le construire dans les conditions qui nous sont données. Hélas, j'ai par exemple vécu de très près comme d'autres l'évolution de la politique allemande sur cette question de l'accueil des réfugiés. Et notamment, je le décris dans le bouquin, lorsque nous sommes rendus en septembre 2015 à Munich pour accueillir quelques réfugiés syriens ou irakiens en France, arrivant en Allemagne, avec cette politique admirable de Madame Merkel pendant 6 mois, mais je suis bien placé pour vous dire ce qui est devenu cette politique au bout de 6 mois. Un homme politique français, d'ailleurs, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, a dit des choses, ça lui a été beaucoup reproché, sur ce qu'allait être cet effet boomerang. Je pense d'ailleurs qu'il n'a pas eu forcément les bons mots au bon endroit, mais c'est ce qui s'est passé. Oui, mais je fais toujours comme ça, comme ça m'évite des problèmes. Parce que, encore une fois, je crois qu'il est nécessaire d'être dans ces valeurs-là, dans ces valeurs du partage et de l'accueil. Je crois aussi indispensable d'être dans l'idée, en tout cas moi c'est ce que j'en ai retenu, que, encore une fois, il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas d'invariant, il n'y a pas une espèce de donnée quelque part qui dit c'est tant d'étrangers dans telle situation économique et sociale donnée. Non, ça n'est pas vrai, tout dépend des politiques que l'on met en œuvre, de la capacité à organiser et maîtriser. Ce que vous évoquez, l'intégration, reprenons ce mot. Je crois, moi, par exemple, qu'il est indispensable que dans notre pays aujourd'hui, nous soyons dans une capacité à mettre en œuvre des politiques d'intégration par l'apprentissage de la langue, par la formation professionnelle, par l'accès à l'emploi, par l'accès au logement. Marie-Noëlle connaît bien ces questions-là, par le partage des valeurs républicaines, parce que je crois que c'est essentiel. Hein. Donc il n'y a pas d'invariant, c'est pas une espèce de données comme ça naturelles. Non, ça dépend aussi beaucoup des politiques que nous sommes capables de mettre en œuvre. Mais il n'en demeure pas moins que je pense que c'est comme ça que nous pouvons avancer. En créant les conditions qui font, c'est pour ça que je citais l'accueil des 10 000 de Calais, que je suis allé avec mes équipes convaincre de quitter le bidonville pour aller en France dans des centres d'accueil. Et je peux vous décrire, comme je l'ai fait dans le livre, c'est 100, 200, 300 situations dans le pays où au départ les maires ont été confrontés à des réunions publiques dures, hein. Et parce que moi, je me mets à la place des gens, je suis dans mon quartier, dans mon village, je vois débarquer après les images que j'ai vues de Calais, moi je comprends très bien tout ça. Je mets de côté les instrumentalisations politiques. Hein. Mais que les gens se posent des questions, mais après vous retournez, et je l'ai fait 10, 20, 40 fois, ça se passe très bien parce que les travailleurs sociaux ont fait le boulot, parce que les assos ont été là, les maires ont tenu bon, les équipes préfectorales ont fait le boulot, et ça se passe bien parce qu'on est dans cette capacité à faire les choses. Donc, c'est comme ça, je pense, que nous pourrions et que nous devrions continuer à essayer de construire cette capacité à recréer les conditions de la re-rencontre, et puis de manière à être dans ce que vous décriviez, c'est-à-dire à nouveau cet élan, cette fierté, cet engagement. Parce que c'est bien ça l'objectif. Et j'en viens à ce que vous évoquiez tout à l'heure à travers la question de l'accueil des chercheurs, des étudiants et notamment le comportement de notre État sur ces questions-là. Parce que c'est vrai qu'il y a une question de fond qui est posée, et vous avez tout à fait raison de l'élargir à ça, sur la manière dont les étrangers sont accueillis et dont l'État et la société se comportent à cet égard. Moi, je veux redire d'emblée que je suis un fonctionnaire, et je suis comme... je suis vraiment le prototype du fonctionnaire français à cet égard, je suis fier de l'être. Donc, et notamment, ce livre, je l'ai écrit aussi en partant de cette fierté de ce qu'est l'État dans notre pays, cette capacité à faire. Mais le constat que je fais, c'est quoi? C'est que vous avez dans la culture administrative et politique française, mais ça n'est pas français exclusivement, dans cette période dans laquelle nous sommes, et pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer, vous avez ce fond de culture, ce bruit de fond, qui est celui de la politique de dissuasion. C'est-à-dire l'idée plus ou moins consciente, très répandue, et que j'ai combattu pendant ces 6 années, qu'au fond, il ne faut pas avoir des conditions d'accueil trop favorables parce que tout le monde va débarquer. Et c'est ce que vous décriviez. C'est très puissant.
Et c'est dévastateur. Moi, j'ai eu l'occasion notamment de le dire régulièrement, dans ma ville à Nantes, cette manière, en réalité, d'organiser le désordre en laissant les gens à la rue, mais c'est le cas aussi à Paris, est dévastateur à tout point de vue, pour la dignité des personnes concernées, mais aussi du point de vue de l'esprit public. Là où je pense qu'il faudrait encore une fois prendre en charge les personnes, mais pas les prendre en charge et puis dire c'est formidable, on les prend en charge, tout va bien. Non, non, on applique le droit et on en tire les conséquences. Donc on a ce bruit de fond, et moi je me réjouis que pendant quelques années, on ait eu des responsables politiques de gauche qui aient combattu cela, mais enfin, j'ai pu constater que parfois le naturel revient au galop et on est en plein dedans. Hein. Donc il y a ça. Le deuxième élément, c'est que je pense qu'il est plus que nécessaire de faire le bilan de la réforme de 2010, qui a confié au ministère de l'Intérieur l'intégralité des politiques de l'asile et de l'immigration. Parce que, vous vous souvenez sans doute que ça n'était pas le cas avant 2010. On avait, ça renvoie d'ailleurs, ça faisait écho à ce que vous disiez, Madame Kahn, ce partage de regard d'expertise des affaires sociales, du logement, de la santé. On a confié ça au ministère de l'Intérieur, et moi je pense que ça n'est pas rendre service au ministère de l'Intérieur que de lui confier des politiques d'hébergement, d'accompagnement social qui le dépassent. Et parce que aussi les réflexes du ministère de l'Intérieur sont les réflexes du ministère de l'Intérieur. Donc je pense qu'il est indispensable de faire le bilan, vous l'avez compris, critique de cette réforme. Et puis, là, je vais dire quelque chose qui va peut-être ne pas être totalement partagé au vu des cultures politiques des uns et des autres. En tant que fonctionnaire et partant de la fierté qui est la mienne, moi je fais le constat que, notamment sur ces politiques de migration et d'asile, notre État est dans l'incapacité de laisser aux dynamiques sociales la place qui devrait leur revenir. Ça, c'est mon côté deuxième gauche. Ça. Hein, moi, je suis un peu un mélange de tout ça, donc ça tombe bien. Hein, bon. Et moi, c'est le constat que je fais, c'est-à-dire que quand on connaît les dynamiques dans la société, sur la capacité à accueillir, à héberger, à donner des cours, à soigner, et la dynamique de l'État n'est pas celle-là, n'est pas de laisser la place, qui revient d'ailleurs, laisser la place à, c'est très français, hein. Moi je parle vraiment comme un Français, un fonctionnaire français, mais au moins qu'on fasse cela. Et en effet, je suis d'accord, Marie-Noëlle, il y a là un laboratoire de la citoyenneté extraordinaire. Donc je voudrais que notre État soit en situation d'assumer pleinement ses responsabilités qui sont premières au niveau européen et au niveau national, parce que c'est d'abord la responsabilité de l'État que de fixer la règle de droit et de veiller à sa bonne application et d'y contribuer, mais aussi que l'on laisse les dynamiques sociales s'exprimer. Aujourd'hui, non seulement on ne les laisse pas faire, mais on les réprime. Alors, c'est quand même problématique. Et je pense que c'est une faute politique, je le dis très clairement, que dans les temps dans lesquels nous sommes, avec ce doute sur ce qui fait le sens de la vie collective, de l'action collective et notamment de l'accueil des étrangers, que l'on ne soit même pas en situation de tout simplement laisser la place qui revient aux acteurs sociaux, aux bénévoles, aux associations, aux travailleurs sociaux. Je termine sur le dernier point qui était ce que vous évoquiez en disant comment faire finalement pour essayer de construire une dynamique différente. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que je vais essayer de faire de mon petit point de vue, qui est que j'espère aboutir d'ici à la fin de l'année, dans le cadre de ce travail dont je vous parlais, avec des praticiens, qui est une initiative totalement citoyenne. Hein. Moi, j'ai plus aucune responsabilité dans le secteur, de manière à livrer au débat public une réécriture du droit des étrangers dans le sens que j'évoquais, hein, c'est-à-dire à la fois quelque chose qui soit digne, applicable parce qu'appliqué. Et notre espoir dans ce collectif que nous avons constitué, dans ce collège de praticiens, c'est que les forces politiques, sociales du pays s'en emparent pour que le débat puisse partir sur d'autres bases. Parce qu'il y a notamment ce débat au Parlement attendu à la fin du mois. Je m'en réjouis, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne retombe pas dans les comportements que j'ai pu signaler qui sont assez ataviques dans le pays, qu'on puisse partir sur effectivement de nouvelles bases. Et là, je pense que chacune et chacun pourra, avec d'autres initiatives, lancer le débat sur d'autres bases. Alors, je vais prendre encore 2 ou 3 questions, passer aussi la parole à Jean-Christophe, puisqu'il y a des sujets qui ont été abordés, il y en a d'autres qui seront abordés qui le concernent, et puis on essaiera de conclure à une heure raisonnable, dans la mesure où nous sommes aussi des éco-socialistes, et que l'équilibre de vie, l'hygiène de vie, avoir le temps de choisir les produits qu'on mange, etc., pour éviter de manger des pesticides, tout ça est important, je sais que ça compte, donc je ne voudrais pas vous laisser un temps insuffisant, et de ce point de vue, contredire nos principes, avec un aspect purement pratique des choses. Je vous en prie. Alors moi j'aimerais juste apporter une réaction à cette utopie de libre déplacement qui a été évoquée, dans la mesure où on a fait fi du fait qu'il y a une part grandissante de la population qui plonge dans une xénophobie. Moi j'habite localement, j'habite Rochefort.
j'ai étudié à Rochefort et j'habite dans un petit village juste à côté de Marennes, la ville du maire qui a pris la parole tout à l'heure. C'est un village qui est notamment connu pour ses taux exceptionnels de vote à l'extrême droite. Madame Le Pen a fait environ 50% au présidentiel dans ces villages. Et pour avoir discuté avec les habitants que je croise tous les jours, ils ont véritablement, et je ne pense pas que ce soit un cas isolé en France, un certain nombre de zones assez isolées, dans l'extrême ruralité, sont là-dedans, une peur de l'étranger, une xénophobie, ils ont peur de l'étranger. Par conséquent, évoquer cette utopie du libre déplacement, pour moi, est contre-productif parce qu'elle attise cette peur de l'étranger, tandis que si on passe justement par une étape qui va être assez longue d'éducation, au sens de ce que nous a dit Madame Kahn, c'est-à-dire d'amener le citoyen français à voir l'autre, à apprendre à le connaître et à s'ouvrir au monde, à ce moment-là, peut-être, on arrivera un jour à une maturité d'un certain nombre de nos concitoyens qui vont pouvoir accepter cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un certain nombre de personnes qui ne sont pas prêtes à accepter cette idée de libre circulation. Alors que si on parle justement d'un encadrement de l'accueil qui se fait non pas au détriment des Français, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont dans cette xénophobie, qui pensent que si on accueille des personnes en détresse, des migrants, ils vont leur prendre leur emploi, par exemple, ce genre de sottise qu'on entend un petit peu partout. Il faut justement utiliser cet encadrement pour leur faire comprendre que non, on peut accueillir des migrants sans délaisser les Français, parce qu'on est quand même la 5e puissance économique au monde, et il y a un moment, si on n'est pas capable de faire ça, il y a un problème qui se pose quelque part. Donc on est totalement en capacité d'accueillir des migrants, de s'occuper de ces Français qui, pour certains, sont dans la détresse aussi, pour faire en sorte qu'ils s'ouvrent à une éducation, à une ouverture à l'autre, et à ce moment-là, peut-être, je pense que cette idée de libre circulation des populations pourra être évoquée, disons, dans un contexte plus favorable. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Oui, je voudrais remercier Zarina Kahn de son intervention, parce qu'elle nous rappelle pourquoi nous faisons de la politique, et qu'au-delà des catégories abstraites que nous manions, l'immigration, la nation, la souveraineté, eh bien, il y a l'humain d'abord. C'est d'ailleurs un des mots d'ordre d'une organisation avec laquelle nous avons construit un partenariat. Et le constat, je pense, que nous pouvons faire, Jean-Christophe Cambadélis parlait de l'ensauvagement des relations internationales. Eh bien, l'ensauvagement des relations internationales, je dirais, il dégouline dans l'ensemble des sociétés par une brutalisation des rapports sociaux. Alors, brutalisation des rapports sociaux au sein des nations et brutalisation des rapports sociaux entre les nations. J'habite Nantes, Saint-Herblain, deuxième commune de l'agglomération nantaise, et à 2 km environ de chez moi, il y a un squat de jeunes éthiopiens, érythréens, ghanéens, dans des conditions d'existence très difficiles, dans des conditions, je dirais, inhumaines, et l'État se défausse sur les collectivités locales pour se débrouiller. Et donc, dans ce quartier, évidemment, des personnes qui ne sont des citoyens et des citoyennes qui ne sont pas des racistes, hein, tout simplement, bien évidemment se plaignent, c'est évident, hein, se plaignent de cette situation inhumaine et interpellent les collectivités locales pour dire mais qu'est-ce que vous faites? Et les collectivités locales, bien sûr, essaient de répondre à cette situation-là, mais avec des limites. Parce que je pense que le principe, à ce moment-là, au-delà des débats qu'on peut avoir sur la question de la gestion des flux migratoires, c'est la réponse humanitaire. Et elle doit d'abord, quand on est à gauche, on doit d'abord répondre à ce niveau-là. Alors, concernant l'immigration, moi je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là. Je pense que vous avez évoqué les raisons hein, pour lesquelles il y a des migrations. Il y a des invariants anthropologiques. Hein. Homo sapiens, il a toujours bougé. Et ça, on peut faire ce qu'on veut. On ne pourra pas enfermer, je dirais, Homo sapiens dans sa volonté d'aller rencontrer d'autres Homo sapiens. Il y a des migrations qui sont liées à des conflits géopolitiques dans lesquels la France a contribué, je dirais, à attiser les conflits internes. Je ne rappellerai pas la guerre du Golfe, par exemple, dans laquelle la France s'est engagée. Je ne rappellerai pas que nous soutenons le régime d'Arabie Saoudite en lui vendant des armes et qui pilonne aujourd'hui les populations, le peuple yéménite. Il y a des migrations économiques qui sont liées tout simplement au développement du capitalisme aujourd'hui, qui admet la circulation sans limite et sans frontières des capitaux, mais qui veut limiter la limitation
de la circulation des hommes. Et de ce point de vue-là, la construction européenne, eh bien, est un des éléments de la mise en place de cette contradiction entre la circulation totale des capitaux et la limitation à la circulation des hommes. Et je suis assez perplexe, je le dis à Jean-Christophe Cambadélis, de la présentation qu'il a faite de la construction européenne aujourd'hui. Parce que la construction européenne, en tout cas avec le tournant qu'elle prend avec Maastricht, dans lequel la social-démocratie a contribué, eh bien, organise cette contradiction fondamentale entre la circulation libre des capitaux et la limitation de la circulation des hommes. Et j'aimerais bien que, je m'adresse à la tribune, qu'on donne aussi quelques éléments sur ces questions de migration, parce que j'ai quand même l'impression que la France, en effet, est la 5e puissance économique mondiale, que l'Europe, en tant que continent, est une économie aussi, je dirais, forte par rapport au reste du monde. Et je me demande si vraiment elle n'a pas les moyens, dès l'instant que c'est évidemment organisé, d'accueillir, je dirais, un certain nombre de migrations qui, de toute façon, objectivement, vont se développer, notamment avec les migrations liées aux problématiques écologiques. Donc il faut évidemment les organiser, il faut tisser le co-développement avec les pays en voie de développement, mais ça fait 30 ans, et je conclue là-dessus, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on entend dans les colloques et les congrès, je dirais, seriner ces évidences qui sont très justes et pour lesquelles il faut se battre, mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et passer à l'acte, évidemment, c'est remettre en cause la construction européenne telle qu'elle est. Et Jean-Christophe Cambadélis et d'autres, je le dis sans acrimonie et sans vouloir, là aussi, polémiquer, vous êtes allés sur une pente qui nous a conduits, y compris sur les phénomènes migratoires, là où on est aujourd'hui. Et peut-être que la question qu'on doit se poser quand on est à gauche dans ce pays, c'est y a-t-il la place pour un nouvel internationalisme qui ne soit pas la reconduction de ce qui s'est fait avec la 2e et la 3e internationale, mais qui soit un nouvel internationalisme qui soit capable de répondre aux enjeux des transformations du capitalisme contemporain mondialisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on va repasser la parole à la salle parce que vraiment je souhaiterais qu'on arrête à 13h et permettre aux 2 autres intervenants de s'exprimer. Je pense que Pascal a pu développer assez longuement son point de vue. Juste une remarque en aparté, c'est que si vous entendez depuis 40 ans les mêmes choses dans des colloques et des rendez-vous, c'est bien que vous êtes dans une réunion de socialistes et d'anciens socialistes. Et il y a sans doute un rapport avec les résultats que nous avons connus. Mais je voudrais passer la parole à Jean-Christophe. Quelque chose que vous n'avez pas remarqué peut-être, en tout cas insuffisamment, c'est que Jean-Christophe Cambadélis, qui est sans doute le dernier premier secrétaire du Parti socialiste, enfin tel qu'on a pu le connaître à une certaine époque, c'est-à-dire avec une ambition et un contenu, a évoqué une sorte de remise en question de ce qui a été jusqu'à présent la réflexion sur la question européenne, qui consiste à dire il faut peut-être un peu se détacher de l'Allemagne, comment, et se rapprocher un peu plus du Sud. C'est un peu différent de ce que l'on a pu entendre notamment en 2012 et dans les années qui ont suivi. C'est donc intéressant de savoir si cette réflexion est personnelle, si au contraire elle introduit un changement plus global et vers quoi elle peut conduire. Et évidemment, Jean-Christophe devra en profiter sans doute ou en profitera pour aborder les questions sur lesquelles il a été soit interpellé, soit sur lesquelles il souhaitera intervenir. Donc je lui donne la parole à l'instant. Bien. D'abord pour dire que l'ouvrage que vous lirez vraisemblablement au mois d'octobre et qui va sortir, c'est mon dernier livre. Ça y est, je parle dedans, vous m'entendez, hein? Je fais de l'intégrité la question centrale d'une gauche de nos temps présents. Parce que je crois que ce concept permet de poser tous les problèmes et que la grande question, c'est l'intégrité humaine, qui est interpellé par l'écologie, par le développement du libéralisme aujourd'hui, par les questions de santé génétique, par les questions numériques, par les questions migratoires.
Et je suis totalement d'accord avec la première partie de l'exposé de Madame Kahn qui faisait de cette question peut-être une réunification de l'humain. Deuxième constatation, la question migratoire. La question migratoire et les rapports avec le monde ont toujours été des questions qui ont divisé la gauche, tant sur le plan idéologique que sur le plan pratique. On parlait de l'Espagne tout à l'heure, et il y a eu quelques débats qui ont conduit à quelques scissions dans l'histoire de la gauche socialiste sur ce sujet. Et il y a eu un débat sur l'Europe qui n'a pas commencé avec le Parti socialiste, ni avec Jean-Pierre Chevènement et Jean-Luc Mélenchon, mais qui a commencé dès Mendès au lendemain sur la fondation de l'Europe et du marché européen. C'est des questions qui nous ont toujours opposés pour une raison toute simple, c'est qu'il y a une ambivalence dans le message socialiste, et que l'on a entendu ici. Il y a un regard de l'autre à l'autre comme un frère, et donc une altérité, et une demande d'accueil et de grande générosité, et qui est normalement nécessaire. C'est ce qui distingue, excusez-moi, la gauche de la droite. C'est son rapport à l'humain, à l'autre être humain, c'est son internationalisme dans le bon sens du terme. C'est une question essentielle, et en même temps le fait que nous avons une conception citoyenne de l'homme et de la femme, et qu'il y a des lois, et que ces lois doivent être respectées, et jusqu'à preuve du contraire, si nous tendons la main à tout être humain, il n'est pas reconnu dans nos sociétés le droit de s'installer là où on veut. Maintenant, l'accueil me semble une question essentielle. Et si on veut être honnête sur ces sujets, nous avons été idéologiquement battus. Il y a 40 ans, le club de l'horloge et de Grèce, avec Alain de Benoît et Le Gallon, disait le seul moyen de reconstruire une nouvelle droite, c'est-à-dire une extrême droite, c'est de gagner sur les 3 I. Immigration, insécurité, identité. Sur ces 3 questions-là, nous avons été sur la défensive, parce que ça ne fait pas partie de notre univers. Et c'est constitué un rapport de force, d'abord idéologique. Et aujourd'hui, la question centrale qui unifie toutes les droites, c'est l'identité. Et la gauche n'a pas été capable, ni dans sa pratique, même s'il y a eu des actions courageuses, évidemment, en termes de gouvernement, ni dans son expression, a été capable de répondre. La dernière fois que nous avons eu une réponse sur la question de l'immigration, c'est la fameuse phrase de Michel Rocard. C'est « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde », mais on a oublié la deuxième partie de la phrase, mais nous devons accueillir notre propre part. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut inverser la phrase de Michel Rocard. Il faut commencer par dire « nous devons accueillir notre propre part, même si nous devons accueillir toute la misère du monde ». Et déjà, la phrase de Michel Rocard était une concession à l'ère du temps. Il faut, je crois, après avoir des propositions pratiques. Et ce qui nous a été présenté, très bien, me semble juste. Moi, j'ai beaucoup apprécié l'idée de revoir ou de reconstruire le statut du migrant, d'être intransigeant sur la question de l'accueil, et d'être en capacité que l'État accueille dans des conditions correctes ceux qui ont décidé d'accueillir. Mais en même temps, j'ai parfaitement apprécié aussi ce que Brice nous a dit quand il a indiqué que Salvini était la rançon des politiques on a laissé les Italiens tout seuls face aux flux migratoires. Donc, je
pense qu'il y a une politique pratique à définir dans un moment très particulier. Moi, je partage ce qu'a dit notre ami sur Rochefort, pour terminer sur ce sujet. Constatons tous qu'ayant perdu le combat idéologique sur l'immigration, l'insécurité et l'identité, le rapport de force, Marie-Noëlle vient d'en parler, ne nous est pas tout à fait favorable. Et quand on mène une politique électorale, quand on veut se faire élire, il faut prendre ces questions-là en compte. Quand on est militant et quand on est dans une expression partidaire, évidemment, que l'on peut tout simplement citoyen, évidemment que l'on peut déployer un certain nombre de principes. Il ne faut pas que la pratique soit contradictoire aux principes, mais il faut que la pratique prenne en compte les réalités dans lesquelles nous sommes obligés de nous mouvoir. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, le troisième étage de la fusée de l'extrême droite est en place et que la question d'identité permet un bloc historique et un bloc culturel que l'extrême droite n'a jamais eu jusqu'à présent, même dans les années 30. Que cette question-là, aujourd'hui, doit nous interpeller, nous faire réfléchir, parce que si vous n'avez pas de bloc historique et de bloc intellectuel de l'autre côté au niveau de la gauche, eh bien vous êtes battu. Je ne voudrais pas être totalement gramscien, mais ce débat idéologique est totalement nécessaire. Et quand vous voyez que même des intellectuels, aujourd'hui, je ne les juge pas, ce n'est pas mon problème, mais de Onfray en passant par Houellebecq ou Finkielkraut légitiment la politique de l'identité, vous voyez que le bloc culturel est extrêmement puissant. Il ne faut pas faire comme si il n'existait pas. Je ferme cette parenthèse. Deuxièmement, moi je pense qu'il faut revoir très profondément, je ne suis pas sortir du traité européen à cette étape, mais je crois qu'il faut revoir très profondément la politique européenne telle qu'elle a été menée jusqu'à présent. Alors, j'essaie de prendre cette question-là par un bout. J'ai dit tout à l'heure que c'était une manière d'aborder le problème, que ça ne réglait pas tous les problèmes du changement du monde. Mais je pense que la question de la subordination à la politique développée par l'Allemagne est la racine de beaucoup de difficultés en France et en Europe. Mais si on veut être honnête, ce n'est pas simplement une question géopolitique, c'est une question à la fois géopolitique, mais économique, mais oui, historique, évidemment, auquel nous sommes confrontés. Alors, après, c'est facile de le dire dans une enceinte ici, c'est autre chose que de le déployer en responsabilité, mais pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure sur l'identité, si la gauche ne se réunifie pas sur cette manière d'aborder le problème, je sais ce qui va se passer pendant les 10 ans à venir. Nous discuterons sans fin sur les responsabilités des uns et des autres et la faisabilité des uns et des autres, et pendant ce temps-là, le bloc culturel et historique de l'extrême droite, de la droite, que l'on a appelé à des moments donnés comme un bloc réactionnaire, arrivera à responsabilité. Et si vous me permettez une dernière chose, c'est de notre responsabilité à tous aujourd'hui de mesurer dans quelle situation est non seulement la gauche, mais l'ensemble du pays. Car à mon avis, la prochaine élection présidentielle ne se passera pas comme la dernière. Car nous voyons une gauche émiettée qui ne sera pas au deuxième tour de l'élection présidentielle, quelle qu'elle soit, s'il ne fait pas ce nouveau Front populaire dont vous appelez de vos voeux, et dans les conditions du rapport du président de la République et de sa politique avec l'ensemble de la population française, je doute que le deuxième tour se passe dans les mêmes conditions que lors de la précédente élection présidentielle. Cela veut dire que pendant les 3 ans
4 ans à venir, il y a une responsabilité politique de l'ensemble des acteurs de la gauche, non pas d'abdiquer sur ce qu'ils ont pensé, ça c'est leur droit, aux uns et aux autres, mais surtout de se tourner sur ce qu'il faudrait faire et quelle politique il faudrait maintenant mener, confrontée à l'ensemble des problèmes que j'ai essayé d'esquisser hier. Cela veut dire, pour certains, des révisions déchirantes, pour d'autres, des évolutions nécessaires, et pour les troisièmes, de prendre en compte la réalité électorale. Cela nécessite un examen de conscience de tout le monde. Merci. Zarina, je vais vous laisser peut-être le mot de la fin, sachant que nous avons parfaitement respecté la fin de sens, effectivement. Nous avons parfaitement respecté la feuille de route qui a été évoquée ici, puisque on nous dit qu'il faut accueillir toute la misère du monde. Nous en avons pris notre part en accueillant des responsables socialistes. Merci. Merci pour votre humour régénérant. Non, je vais être rapide, mais il y a des choses qui ont été dites dans la salle auxquelles je dois forcément réagir et qui seront peut-être, puisque j'ai la grande responsabilité de conclure. En fait, je crois que la mondialisation, elle nous fait peur, mais elle est là, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut s'accrocher aux idées d'une nation fermée, on peut faire ce qu'on veut, on peut se débattre avec cette question, ça va beaucoup plus vite que nous. C'est déjà là, mais c'est là depuis longtemps. Moi, j'habite dans un petit village à Mirabel, en Ardèche, un village de 350 habitants. J'ai travaillé sur l'histoire du village pour mettre en scène le village et faire une pièce et restituer aux habitants leur histoire. Je peux vous dire qu'au XIIe siècle, il y avait la plus grande foire qui accueillait des gens d'Afrique, d'Asie, qui se retrouvaient à Mirabel, qui échangeaient en chansons, en animaux. Nous avons des moutons en France parce qu'on a bien voulu les importer d'Asie, je le rappelle. Et ça s'est fait dans des foires comme ça, où les gens se sont rencontrés, ont troqué, ont échangé. Donc cette histoire de mondialisation, là, elle devient effrayante, mais parce que nous lui prêtons de l'effroi aussi. C'est la construction du monde qui est ainsi, c'est l'homo sapiens sapiens, celui qui sait qu'il sait, que nous avons à redresser pour regarder en face. Aucune nation ne permettra d'élever des murs assez hauts pour nous protéger de l'autre. Aucune. Donc ça, c'est une chose que j'ai envie de dire clairement. Mais il y a une autre chose qui n'a pas été évoquée, même si on parle des mots, c'est le langage. La langue française, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui rayonne, qui diffuse. Et c'est pas seulement l'apprentissage de la langue par les étrangers, c'est l'apprentissage de la philosophie qui se cache dans une langue. Quand on apprend une langue, on apprend sa philosophie. L'organisation grammaticale et syntaxique est une philosophie de la pensée. Et moi, pour l'avoir vécu, j'ai accueilli, vraiment, j'ai beaucoup travaillé, certains le savent, à Sarajevo pendant la guerre. J'ai accueilli sans aucun papier et dans toute illégalité des Bosniaques. Ils ont été, et ça c'est la merveille de la France, immédiatement à l'école. Et l'un d'entre eux, le plus jeune, Damir, en 3 mois, parlait le français. Et quand Marie-Noël dit « mais il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde, il s'agit bien d'une construction sociale », moi je dis quelle force lorsqu'on accueille quelqu'un comme celui-là, qui à 12 ans va intégrer la langue française et toute sa pensée, et très naïvement me demander au bout de 3 mois « mais Zarina, je ne comprends pas bien pourquoi les Français, il y en a beaucoup dans ma classe, ils sont mauvais en français ». Ah, quelle question! C'est que tout à coup, c'est l'étranger aussi qui va venir revivifier et admirer cette langue et dire aux autres « bravo !»
Alors, il a été dit aussi, il n'est pas reconnu de s'installer où on veut. Bah, écoutez, moi, je reviens toujours à Mirabel. Dans cette toute petite commune, il n'y a pratiquement que des Allemands. Eh bien, ils ont acheté des maisons pour rien, ils se sont installés. Au Maroc, j'ai une amie marocaine qui revient, qui me dit, je ne reconnais pas mon village, il n'y a que des retraités français. Ah oui, alors excusez-moi, il est reconnu dans le monde de s'installer où on veut quand on a de l'argent. Donc, arrêtons avec cette différenciation. Si vous êtes de gauche, c'est bien que vous défendez cette égalité-là. Donc, on est en pleine contradiction. Voilà, donc je suis obligée de la dénoncer. Je voudrais aussi dire que quand j'arrive, il y a ce jeune homme qui m'a fait frémir tout à l'heure parce qu'il est sans doute le plus jeune de la salle, et hommage à toi qui es venu aujourd'hui et qui participe. Mais tu m'as fait frémir quand tu dis peut-être alors un jour, après beaucoup de temps et d'éducation, la libre circulation. Non. Ça va beaucoup plus vite que tu ne le crois. La conscience est plus rapide que la lumière. La conscience est un déclenchement. Et je prends pour exemple un atelier d'écriture que j'ai fait en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Et l'atelier d'écriture, je mets les jeunes suffisamment en confiance pour qu'ils écrivent vraiment ce qu'ils veulent dire. Et je prends un risque, évidemment, parce que l'un d'entre eux écrit, et moi je lis après, pour tout le groupe, il écrit « On nous rabat les oreilles avec Hitler, mais cet homme, heureusement qu'il est venu, parce qu'il avait des solutions, il nous a apporté des solutions. » Dietrich, 16 ans. D'accord? Et c'est à toi que je parle, jeune homme. Ce Dietrich, il est un peu plus jeune que toi. Il a écrit ça avec sa sincérité. Il a entendu ça. Il a entendu que l'Allemagne était complètement à terre au moment où une grande figure est venue lui dire « Allez, debout ». Eh bien, qu'est-ce qu'il a retenu? Il n'a retenu que ça. Sauf que, après, puisque c'était dans le cadre du spectacle des Bosniaques qui venait de Sarajevo, j'ai dit à Dietrich, j'ai rien dit à Dietrich, j'avais les larmes aux yeux quand j'ai entendu ce jeune, quand j'ai lu son texte, j'avais les larmes aux yeux en me disant, mais comment on fait avec ça? Comment je fais avec ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et j'ai rien fait, j'ai fait le pari de la rencontre. Je suis pas allée voir Dietrich en aparté. Je lui ai dit, s'il te plaît, je t'ai écouté, mais viens nous écouter. Et il est venu écouter des Serbes, des Croates, des Bosniaques. Il y avait parmi eux des Juifs, des musulmans, des chrétiens. Il y avait des athées. Et il est venu parce que je l'ai écouté, parce que j'ai arrêté de juger et de fustiger. Et à la fin du spectacle, c'était un autre. Parce qu'il s'est reconnu dans chaque jeune qui était là et qui disait, et qui dansait, et qui chantait la vie et le bonheur d'être encore en vie. Et j'ai envie de te dire tout ça. 17 ans de préjugés, sans doute de sa famille, anciennement nazie, certainement. 17 ans de préjugés ont explosé en 1h30 de rencontre, de spectacle, d'émotion. Parce que l'émotion, c'est le contraire de ce qu'on croit. C'est ex motus. Ça veut dire sortir du mouvement, ce mouvement, cette course qui nous entraîne, qui nous empêche de s'arrêter. Ex motus, c'est s'arrêter, écouter, être. Et c'est cet instant que Dietrich a pris qui l'a transformé.